vous allez bien et je suis vraiment très contente de vous retrouver de nouveau pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera de nouveau une vidéo séance commentée. Vous savez que j'aime beaucoup ces vidéos parce que ça permet vraiment d'aller à travers des concepts transversaux que je vous ai déjà expliqués un petit peu de manière théorique et là de les voir vraiment appliqués dans la pratique. Aujourd'hui on va parler donc de comment bosser à la fois le physique et le mental de son cheval ensemble en séance. Obtenir la bonne locomotion tout en créant le lien, la décontraction dans le travail. Vous saviez donc que dans la dernière vidéo, je vous avais parlé que je remettais petit à petit Abentos au travail en le remusclant avec notamment des exercices de longe. Et donc là, on va refaire un tout petit point biomécanique. Ce qu'il faut bien rappeler donc, c'est que les chevaux n'ont pas du tout été conçus pour être montés. Ils ont un ensemble d'outils à leur disposition et ces outils sont surtout faits avant tout pour fuir. Et donc ils vont utiliser leur corps dans des brefs moments, de manière vraiment maximale, où ils vont partir très vite au grand galop. Et entre ces brefs moments de fuite, ou éventuellement d'attaque, ça va être vraiment des moments où le corps est sollicité de manière intense, mais ils sont très brefs. Et entre ces moments, ils ont des longs moments de calme, de détente. Et donc si on utilise les outils qu'utilise le cheval pour fuir de manière prolongée, on peut avoir des gros problèmes d'articulation, des blessures et des chevaux donc qui se retrouvent à la retraite très vite. Et donc c'est pour ça que c'est important de bien préparer le corps du cheval à l'équitation, vu qu'il n'est pas du tout fait pour ça. Si on souhaite le monter, c'est très important de lui donner des nouveaux outils et pas de simplement d'utiliser ce qu'il a déjà, parce que sinon on va pas du tout préserver son corps. Et donc c'est pour ça que de travailler avec un cheval le dos creux, la tête en l'air, un petit peu comme faisait Abentos quand il est arrivé, avec des allures assez impressionnantes, un peu fougueux, qui lance les antérieurs, qui voilà. À la fois c'est pas bon pour le mental parce qu'il travaille en fait sur un stress. Il utilise donc les outils qu'il utiliserait dans la nature pour fuir, donc du coup dans le mental il est dans un réflexe de fuite, de stress, rappelez-vous la vidéo sur les systèmes émotionnels, et en plus physiquement il utilise des outils qui ne sont pas faits pour être utilisés pendant des heures, pendant une séance d'une heure. Donc c'est très important de nouveau de lui apprendre, et c'est ce que je vous expliquais justement à travers cette vidéo, notamment on le verra tout à l'heure avec l'exemple des sessions à la jambe. On peut faire une session avec un cheval énervé qui cède à la pression et qui utilise mal son corps, donc avec la tête en l'air, avec le dos creux, etc. etc. Ça c'est ce que le cheval a tendance à faire naturellement quand on lui a pas montré le bon mouvement, le bon geste. C'est très inconfortable pour lui, mais naturellement le cheval ne sait pas qu'il doit faire sa session avec l'encolure basse, dans la décontraction, en utilisant ses abdos, en remontant son dos, en prenant son temps, etc. etc. Tout ce que vous verrez après dans l'exemple. Et donc c'est important de lui apprendre complètement une nouvelle façon d'utiliser son corps, avec une perspective biomécanique complètement différente. Et donc c'est à nous vraiment d'apprendre ça au cheval, d'abord au sol, pour qu'il comprenne le mouvement, pour qu'il puisse le sentir, et ensuite de lui redemander pareil monter. Et donc c'est vraiment très important de construire pas seulement le mental de son cheval, mais aussi le physique de son cheval, d'abord à pied pour que le cheval comprenne comment tenir son corps pour ensuite pouvoir supporter le cavalier. Lui apprendre, comme je vous disais, tout ce qui n'est pas naturel pour lui. Remonter son dos, utiliser ses abdos, venir engager avec les postérieurs, venir arrondir son encolure. C'est toute une nouvelle posture qui, pour qu'elle devienne confortable, il faut qu'elle soit avant tout confortable mentalement, et c'est pour ça que c'est important de le faire à pied, et tout ça sans pression, ce qu'on verra tout à l'heure justement avec l'exemple des sessions à la jambe. Et donc avec Abentos, c'est aussi ça que je fais, je reprépare du coup son corps à resupporter un cavalier, c'est des mouvements qu'il connaît déjà, mais simplement je repars du sol, comme je vous disais, avec les exercices en longe, et ce que je fais aussi c'est que je prépare beaucoup son corps aussi avant avec encore plus de massage, notamment évidemment vous vous en doutez au niveau du dos, vu que c'est l'endroit qui pêche un peu. Donc là je vous avais fait déjà pas mal de vidéos où je vous montrais les massages que je prodiguais à mes chevaux. Ici je vous montre juste le massage du dos un petit peu en détail si vous avez envie de le refaire. Donc là j'applique le massage éole qui permet vraiment de chauffer le dos et du coup d'avoir besoin de masser moins longtemps pour avoir une efficacité sur le dos. Donc je commence toujours par des mouvements circulaires au niveau des muscles du dos, très doux, et puis petit à petit de plus en plus fort, toujours en regardant comment le cheval réagit, c'est lui qui va me dire à quel point il veut que ce soit fort ou non. Ensuite je fais des mouvements verticaux vers le bas, et ensuite je pars en zigzag, donc je descends mon mouvement, je remonte mon mouvement, et tout ça en fait, tous ces mouvements en rythme avec ma respiration, ça c'est très important pour apporter encore plus de détente au cheval. Donc je vais souffler quand je pousse le mouvement et inspirer quand je tire le mouvement. Et puis je termine évidemment avec un lissage toujours à la fin. Et on voit qu'à la fin, Abentos se détend beaucoup. Il suit carrément les balancements de mon corps en se balançant également lui-même.
Et donc ça c'est très bon, ça veut dire qu'à la fin mentalement il est décontracté et que le physique commence à suivre. Et d'ailleurs il était tellement détendu que Caresse est venue nous rejoindre à la porte du box et qu'elle s'est presque endormie, elle mâchouillait, c'était vraiment très beau à voir. Ensuite avec lui, comme dans la vidéo précédente, je continue à travailler un petit peu en longe pour voilà, travailler ce pilier biomécanique, hein, comme je vous disais tout à l'heure, à lui apprendre à réutiliser son corps dans le bon sens. Bosser également un petit peu en extérieur avec des montées et des descentes en longe. Et donc ce qui est très important aussi, pour que ces exercices en longe restent fun, c'est vraiment important toujours d'y ajouter une petite touche de fun, une petite touche de jeu. Et donc j'aime bien, avant de lui présenter un nouvel exercice, comme ici un exercice avec 2 petits sauts de puce, 2 petits cavaletti et une bâche entre les 2 sauts, venir lui montrer le dispositif en y associant un cône à venir pousser. Voilà, alors ça peut être complètement autre chose. Moi c'est vrai que mes chevaux ils aiment bien pousser des objets. Après si votre cheval préfère prendre un objet, c'est tout à fait possible. Donc voilà, je commence en venant mettre un cône au milieu ici de l'exercice pour instaurer le dialogue justement dans cet exercice, instaurer le positif et donc du coup qu'il y ait cette association positive qui se mette dans cet exercice. Et donc ces petits jeux là, qui donc de nouveau permettent d'activer les systèmes play et sitting du cerveau du cheval, ça permet vraiment de mettre du positif dans tout exercice qui est susceptible de générer de la tension pour le cheval, que ce soit en carrière ou aussi en extérieur, hein, ça marche pareil. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que les petits jeux d'éveil comme ça, c'est vraiment un super bon point de départ. Que ce soit avec votre cheval pour un exercice qui l'inquiète un peu ou un exercice qui va être un petit peu plus scolaire, ou avec un nouveau cheval que vous ne connaissez pas, un cheval qui a des traumatismes, c'est vraiment une super porte d'entrée. Et ça permet en plus de stimuler son intellect, de le faire réfléchir, c'est vraiment super. Donc du coup voilà, en longe on a continué à diversifier un petit peu les exercices. Là on a bossé du coup les départs au galop, du pas à la voix. Donc la voix, voilà, c'est vraiment important aussi pour remettre du positif. Vous voyez également que j'ai laissé tomber le stick pour cette partie-là, pour justement que ce soit vraiment un galop sans stress, sans pression. Et donc ça permettra ensuite de réutiliser la voix montée, même si de nouveau, voilà, c'était des choses qu'il connaissait déjà, le galop à la voix. Comme il y a eu toutes ces douleurs, etc., c'est bien de repartir un petit peu en arrière et de remettre le positif au bon endroit. On continue également les barres au sol, hein. Ça les barres au sol, il n'y a pas de secret, c'est vraiment très bon pour le physique du cheval, pour la proprioception, pour l'équilibre, pour muscler les abdos. Et là on voit que les barres au sol c'est beaucoup mieux que la dernière fois, c'est-à-dire que même sur un nouveau dispositif, il n'hésite pas, il y va. La dernière fois j'avais dû beaucoup l'aider à la voix, vous souvenez-vous, en lui donnant le rythme. Ici, de lui-même, il y va tranquille, sans précipiter. Ça veut dire aussi que son physique est un peu mieux, qu'il arrive à se porter un petit peu plus. Ici, ce que je fais, par contre, je continue à lui demander son attention avant les barres. Comme avant chaque demande, je l'appelle toujours pour demander son focus sur moi. Quand je lui demande le galop, je dis « Abantos » pour lui prévenir qu'il va y avoir une demande, pour qu'il regarde vers moi. Et pour les barres, c'est pareil. Je dis « Abantos, regarde ». Je vais lui demander de focus sur les barres, donc c'est pas moi qui dois regarder, là c'est les barres. Et ensuite, s'il y a besoin, je remets le rythme avec la voix. Là, ici, il n'y en avait pas besoin, je vais juste attirer son attention, faire bien attention qu'il regarde. Hein. De nouveau, voilà, le regard, l'importance que le cheval nous regarde nous ou regarde le dispositif où il doit aller. Et comme vous le voyez, je vous remets les images ici, Abantos n'a plus du tout de soucis au niveau du moment du montoir. Souvenez-vous qu'on avait travaillé ça dans une vidéo que je vous remets en lien ici, et que voilà, il avait vraiment associé ce moment du montoir à un moment négatif par anticipation de la séance qui allait suivre montée. Donc évidemment, voilà, d'une part on a travaillé pour que les séances soient beaucoup plus confortables pour lui, comme je vous le présente encore ici, mais surtout, ce qu'on avait fait lors de cette séance, c'est qu'on a transformé la mémoire négative. Et ça, je vous en ai beaucoup parlé de cette notion de transformation de mémoire négative en mémoire positive au moment où je vous ai parlé de ma formation et de mon mémoire, notamment avec TECOA, où on a essayé justement de changer toutes ces mémoires négatives en mémoire positive. Et donc là, je voulais vous refaire un petit point sur le désapprentissage et justement sur cette notion de transformer les mémoires plutôt que de rajouter des choses par-dessus. Donc je vous mets de nouveau tous les liens en description de là où je prends mes sources. Là, on va parler du travail du docteur Sandy Letarte et Sophie Côté. Un petit rappel d'abord au niveau des mémoires. On a donc 3 mémoires au niveau des mammifères et notamment donc, du cheval, ce qui nous intéresse ici. On a la mémoire procédurale, donc c'est là où est stocké comment faire, où là le cheval apprend par essai-erreur. Tout ce qui est désapprentissage ne va pas concerner cette mémoire-là. On a la mémoire sémantique, là c'est tout ce qui permet les anticipations. Par exemple, quand le cheval il nous voit arriver avec un stick, avec une cravache, il sait que tout de suite on va lui demander d'accélérer, on va le mettre un petit peu en pression, et donc il anticipe ça alors qu'on n'a même pas encore utilisé
la cravache ou le style. Et donc on voit qu'il y a beaucoup d'apprentissages qui ne se font pas en fait par conditionnement. On a toujours tendance à parler quand on parle du cheval de conditionnement, mais on voit en fait qu'il y a beaucoup d'autres mécanismes, notamment le mécanisme d'association comme je viens de vous parler ici. C'est beaucoup plus complexe que le mécanisme de conditionnement. Et tous ces mécanismes, c'est ce qui va permettre donc au cheval d'acquérir de nouveaux comportements, des comportements qui ne sont donc pas innés. Et j'en profite pour vous reglisser ça ici, la notion de respect telle que nous humains on l'entend, c'est pas quelque chose d'inné pour le cheval. Un cheval, c'est normal. Dans un groupe, il va bousculer les autres chevaux, c'est dans leur mode de fonctionnement, c'est pas un manque de respect. Donc si nous, on veut pas qu'il nous bouscule, il va falloir qu'on lui explique ce qu'on veut. Et de nouveau, simplement dire non, taper sur le cheval, crier, etc., ça ne sert à rien parce que le cheval ne comprend pas pourquoi ce don. Il faut lui expliquer ce qu'on attend de lui. Pareil dans la nature, aucun cheval n'essaye d'imposer sa volonté aux autres pour lui faire faire ce qu'il a envie qu'il fasse. Donc de nouveau, c'est à nous, par différents mécanismes, d'apprendre au cheval les comportements qu'on sait lui faire apprendre. Mais bien retenir que tout ça, de nouveau, c'est pas inné. On a tendance à sauter les étapes et à se dire oui mais c'est évident, faut pas qu'il bouscule. Non, ça s'apprend. Ça s'apprend et puis surtout, comme je le dis souvent, ça se mérite. C'est à vous aussi de montrer l'exemple. De nouveau, si vous communiquez d'une certaine façon, le cheval aura tendance à se calquer sur vous. Et donc pour en revenir à nos mémoires, on a vu donc mémoire procédurale, mémoire sémantique, et enfin un dernier mémoire, la mémoire épisodique. Et c'est là où on va pouvoir justement transformer les émotions, comme je vous disais tout à l'heure. C'est là que se logent en fait les expériences traumatiques ou les expériences positives. Et donc quand il y a une expérience très forte, très intense, le système nerveux va se dissocier et ça va se loger du coup dans cette mémoire épisodique sans que ce soit vraiment traité. Et c'est là que ça peut justement poser des problèmes parce que ça n'a pas eu le temps d'être traité. Et donc je vous disais tout à l'heure, en fait, on a deux choix quand on a un traumatisme avec un cheval. Comme ici, voilà, avec Apantos par exemple, au niveau du montoir, c'était pas un gros traumatisme, mais c'était quand même une bonne association négative. Ou si on reprend l'exemple de Tekoa qui était complètement enfermé, qui ne voulait plus du tout communiquer. Il y a deux choix en fait, soit par procéder par des nouveaux apprentissages, où on va simplement apprendre au cheval des nouveaux comportements. Mais donc là du coup c'est que dans votre mémoire vous allez avoir deux encodages qui vont se faire compétition. Donc le comportement lié au trauma, le comportement réflexe, le comportement donc qu'on ne veut pas négatif, un cheval qui se renferme dans le cas de Tekoa, un cheval qui bouge au montoir comme dans le cas d'Apantos, et le nouveau comportement que vous aurez appris au cheval, donc par exemple voilà de ne pas bouger au montoir. Ces deux-là en fait vont coexister et donc à tout moment vous pouvez avoir le premier comportement qui se réactive, le comportement de rebouger au montoir. À savoir en plus que quand il y a un traumatisme, ça peut impliquer la mémoire donc épisodique comme on l'a dit, là où est logé le trauma, mais aussi la mémoire sémantique avec l'anticipation. Quand Apantos commençait à avoir le pontoir, il disait oulala on va monter, et il commençait à activer les comportements liés à ce trauma. Et donc c'est bien important d'avoir en tête tout ça, qu'il y a à la fois l'anticipation et à la fois la réaction ensuite. Et qu'il faut donc aider le cheval à prédire une autre réaction et ensuite à avoir une autre réaction. Et donc la deuxième possibilité, et c'est dont je vous parle depuis un petit moment déjà, et là je suis très contente parce que j'ai des sources scientifiques qui en parlent également, c'est la deuxième solution, c'est le désapprentissage qui est bien meilleur. On n'apprend pas seulement un nouveau comportement face à la situation problématique, mais on apprend une nouvelle émotion. Et ça rejoint ce que je vous disais toujours, la gestion des émotions, et non simplement le contrôle du physique, le contrôle du cheval. Ce qu'on veut vraiment contrôler, c'est l'émotionnel. Ça se fait donc à un niveau plus profond. Et ça, justement, le désapprentissage, ça se fait par reconsolidation systémique. Donc c'est la réorganisation progressive des circuits neuronaux qui participent à la formation de la mémoire à long terme. Et donc ça a été prouvé, vous le verrez notamment dans les sources que je vous mets en description, par des expériences scientifiques avec des traceurs neuronaux qui ont permis de voir que le comportement qui posait problème suite au trauma avait complètement été effacé au niveau biologique. Parce que les neurones ne s'exprimaient plus de la même façon et des nouveaux chemins avaient été créés dans le cerveau. Alain Brunet nous parle d'ailleurs de cette thérapie de la reconsolidation aussi pour les humains. C'est une théorie d'ailleurs du XXe siècle qui a été redécouverte dans les années 2000. Donc pour reconsolider, comment on procède? Donc de nouveau, toujours cette idée, on ne va pas rajouter des couches de conditionnement comme je vous disais tout à l'heure, on va simplement diminuer le plus possible les souvenirs émotifs liés à un événement, pour diminuer donc les symptômes. Il faut donc que le souvenir repasse dans la mémoire de travail, donc refaire revivre la situation au cheval, pour pouvoir travailler justement sur ces émotions, et qu'ensuite, ces nouvelles émotions viennent se stocker dans la mémoire à long terme. Donc on lie à un événement le problème du montoir, non pas seulement à un nouvel apprentissage, parce que
comme je vous disais tout à l'heure, apprendre un nouveau comportement, c'est quand même utile, mais ça ne suffit pas. On le lie également à une nouvelle émotion, et c'est ça qui est fondamental, pour justement créer ces autres connexions dans le cerveau. Si vous vous occupez juste de l'apprentissage sans l'émotion, ça n'ira jamais. Et donc on voit qu'avec Avantos, justement travailler sur cette couleur des émotions, et qu'il n'a plus du tout le réflexe de partir au montoir, et je vois vraiment qu'il n'hésite même pas. Et ça m'a même frappé au départ, parce que je me suis dit, waouh, ça marche vraiment. Parce que dès que j'approche le montoir, il est pressé que j'arrive au-dessus, il est pressé de partager sa récompense avec moi, il ne pense plus du tout au négatif, il n'est plus que fixé sur le positif. Et ça se fait comment? Par justement l'importance du savoir-être et de remplacer la couleur de l'événement pour le cheval. Si vous êtes simplement dans le faire, dans apprendre au cheval à pas bouger, donner votre friandise quand il l'a fait, et puis vous dire ok c'est bon, il semble avoir compris et vous arrêtez, vous avez simplement appris au cheval un nouveau comportement mais vous n'avez pas changé l'émotion. Alors que si vous rajoutez de la joie à ce moment-là, si vous rajoutez du partage, si vous lui apprenez profondément à apprécier ce moment, et que vous le refaites plusieurs fois, c'est important de le répéter, même quand il sent que le cheval a compris, il suffit pas qu'il comprenne le mouvement, il faut vraiment que le moment devienne plaisant pour lui, que le moment du montoir devienne un jeu. Et ça justement, c'est par votre savoir-être, par votre énergie, par votre voix, par votre joie. Et tout ce que je vous explique tout au long des vidéos. C'est également ce qu'on a fait avec Tekoa, tout le long de mon mémoire. On a transformé justement ce cheval renfermé en un cheval ouvert. Pourquoi? Parce qu'on a changé ses émotions et du coup on a désappris ses anciens comportements. Ensuite, on va passer au fameux exercice dont je vous parlais tout à l'heure, l'exercice de session à la jambe, réalisé avec Caresse dans le positif. Donc déjà, ce que je voulais vous rappeler, avant de développer tout cet exercice en détail, que la nourriture seule ne suffit pas à motiver un cheval. Vous pouvez aller emmener votre cheval brouter tous les jours, venir le nourrir tous les jours, c'est pas pour autant que vous aurez un lien avec lui qu'il aura envie de vous suivre. Le lien se crée à travers la confiance mutuelle et les activités que vous allez partager, la joie également, l'ambiance des séances. La récompense alimentaire, ça va permettre vraiment de renforcer une réponse à un moment T pour vraiment dire ça, c'était bon, c'était ce qu'on voulait, mais c'est pas ça qui va motiver votre cheval à vous suivre. Surtout les chevaux, qui ont un mode de vie correct, c'est-à-dire qui ont accès fond à volonté, qui peuvent aller un petit peu en prairie, qui peuvent bouger à leur guise. Voilà, en soi, ils n'ont pas du coup besoin de vous, de votre présence pour se nourrir. Donc du coup, la récompense alimentaire, c'est un plus, mais c'est pas ça qui va les coller à vous. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que Domino, quand un exercice, un jeu ne lui plaisait pas, ou la façon dont je lui présentais ne lui plaisait pas, elle me refusait carrément la friandise. Même si c'était une carotte ou quelque chose de très appétant. Pour créer le lien, qu'est-ce qu'il faut? Comme je vous disais, créer la confiance, mais aussi que vous soyez dans le sourire, dans la joie, dans la bonne attitude, dans le calme, dans l'instant présent, dans le respect de votre cheval. Ça, on va encore en parler tout à l'heure. Cherchez justement à co-construire la séance avec votre cheval, en respectant son consentement, en respectant ses noms. Et le partage est vraiment très important. Réaliser des choses ensemble, arriver à des choses ensemble, s'investir ensemble dans quelque chose, partager des émotions, des énergies, ça, c'est quelque chose qui parle au cheval. Et même des exercices ennuyants comme les sessions à la jambe, ça peut devenir une source de plaisir. Et ça doit en fait devenir une source de plaisir. Il faut toujours que vous vous dites cet exercice, session à la jambe, épaule en dedans, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose de très scolaire. C'est quelque chose qui parle à l'humain, mais qui ne va pas parler au cheval. Et donc vous devez toujours vous dire comment je peux faire pour que cet exercice un peu rébarbatif devienne amusant, devienne source de positif pour le cheval. Et tout va dépendre de la façon dont vous le présentez. Et on va voir là, la façon dont j'ai présenté cet exercice de session à la jambe à Caresse lui a permis de redécouvrir cet exercice qu'elle connaissait déjà et de le réaliser mieux que jamais. Déjà voilà, la session, il faut déjà savoir pourquoi vous faites ça, comme pour tout exercice. Et donc la session, on va refaire un petit point de théorie dessus pour savoir pourquoi c'est bon pour le physique et en fait pour le mental. Pourquoi c'est bon pour le physique? Bon, ça, de nouveau, notion de biomécanique, ça permet donc un assouplissement latéral qui va combiner à la fois impulsion et croisement. Ça va un petit peu moins assouplir et muscler qu'un appuyé, mais c'est quand même pas mal. C'est bien pour initier un petit peu un jeune cheval aux exercices de déplacement latéraux. Vous savez que Caresse, c'est un petit peu nouveau pour elle, un petit peu les épaules en dedans, mais on n'est pas encore aux appuyés. C'est bien avant de commencer en effet par la session pour introduire un petit peu tous ces déplacements. Par contre, c'est vrai que pour l'équilibre, c'est pas le meilleur exercice parce que du coup, ça force un petit peu le cheval à tomber sur son épaule interne. Bon exercice, mais plutôt à prendre comme un exercice d'introduction pour passer après sur des déplacements latéraux comme l'appuyer, l'épaule en dedans, etc. Et pourquoi est-ce que c'est bon pour le mental? Donc il y a deux éléments là-dedans. L'élément
déjà scientifique et ensuite l'élément que nous on va pouvoir apporter où l'exercice va pouvoir devenir bon pour le mental si on met les éléments que je vais vous présenter ensuite. Donc d'abord la partie scientifique, donc là je vous mets en lien la source des informations que je vous présente ici. On a le neuroscientifique Bruce Lipton qui nous explique que donc le cerveau gauche c'est tout ce qui contrôle la logique, la réflexion et le cerveau droit les émotions. Quand les deux hémisphères fonctionnent ensemble, on va ressentir beaucoup de calme. Ça c'est vrai pour l'humain, mais Bruce nous dit aussi que ça se révèle vrai aussi pour les chevaux. Humains comme chevaux, quand les deux hémisphères sont synchro, on a voilà cet apport de calme, de décontraction. Tout ce qui est partie droite du corps est contrôlé par l'hémisphère gauche, et tout ce qui est partie gauche du corps est contrôlé par l'hémisphère droit. Si notre jambe droite, notre bras droit traverse la ligne médiane du cerveau et va du côté du coup gauche du corps et se retrouve donc dans le territoire de l'hémisphère droit qui le détecte. Dans ce cas-là, les deux hémisphères du cerveau vont travailler ensemble. L'hémisphère gauche qui contrôle la partie droite et du coup l'hémisphère droit qui tout à coup se dit tiens j'ai quelque chose dans mon champ de vision. Et donc du coup voilà, les deux hémisphères vont travailler ensemble et on va avoir cet apport de calme, de décontraction. C'est pour ça que souvent voilà on aime bien croiser les jambes. Et pour les chevaux c'est pareil, quand les jambes vont se croiser, on va avoir cet apport de calme, de décontraction parce qu'on va avoir le cerveau logique et le cerveau émotion qui vont travailler ensemble. Quand un cheval est un petit peu stressé, qu'il est juste dans ses émotions, juste dans la partie droite de son cerveau, ça peut être un chouette exercice de demander des déplacements latéraux, donc tout ce qui mobilise les croisements des jambes, épaules en dedans, session, etc. pour avoir de nouveau cette synchronicité entre les deux hémisphères et ramener un petit peu de logique dans ses émotions, avoir le gauche et le droit qui travaillent ensemble. Là je vous fais un rappel également très important, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment très important que le cheval active également toute la partie cortex préfrontal de son cerveau, parce que c'est là qu'il va justement pouvoir réfléchir plus profondément. Si on stresse le cheval, qu'on ne lui permet pas du coup d'accéder à cette partie du cerveau, c'est l'amygdale qui va s'activer. C'est le système autonome du coup qui va traiter l'information, et dans ce système autonome, on a le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, ça va être tout ce qui est les réactions de combat, de fuite, et le parasympathique, tout ce qui est inhibition, sidération. Donc ça rejoint également le système émotionnel FEAR dont je vous parlais dans les précédentes vidéos. Et donc du coup, on voit qu'avec ces réactions du système sympathique et parasympathique, que ce soit du coup la réaction de renfermement ou la réaction de fuite, ce sont des réactions de l'ordre de la survie. Donc pas réfléchies, vraiment des réactions réflexes. Quand on est là-dedans, quand on n'est pas dans les zones du cortex préfrontal, on est dans le réflexe et donc on ne peut pas avoir de l'apprentissage. Et donc quand on apprend bêtement à céder à la pression, en fait c'est justement ce système nerveux autonome qui va s'activer et du coup c'est pour ça qu'on a des chevaux conditionnés qui fuient la pression. Et donc du coup dans ce cas-là vous êtes un vecteur d'évitement. Vous demandez à votre cheval de bouger, de chasser les hanches en utilisant une pression physique ou mentale. Et du coup vous direz oui mon cheval il est concentré sur moi, il est avec moi, il s'exécute. Oui, il s'intéresse à vous plutôt qu'à son environnement. Pourquoi ? Parce qu'il préfère éviter l'inconfort, fuir la pression que vous lui donnez et qui tombe du coup complètement dans la soumission. Et donc comme je vous dis toujours, le pouvoir d'attraction, il faut toujours chercher à être attractif pour le cheval, être apporteur de bonne ambiance, de bons moments, de partage, de gratouille, de compréhension, où le cheval a l'impression que grâce à vous, il évolue, il apprend des choses, il comprend des choses, il passe au-dessus de ses stress. Et du coup, votre cheval va préférer être sur vous que sur votre environnement, parce qu'il sait que vous lui apportez des réponses, vous le guidez et qu'il se sent bien avec vous. C'est un travail un petit peu plus long. En effet, avec simplement la soumission, on obtient des résultats très très vite, parce que justement, le système autonome donne des réponses très rapides pour pouvoir justement survivre. Donc on a une session qui paraît très rapide, mais voilà, on n'a aucun apprentissage qui se stocke dans le cortex. Donc ça, c'était le petit point sur le cerveau. Donc le rappel que je vous ai fait au niveau du cortex et du système autonome, ça va être important justement pour le deuxième point, où je vous dis que les sessions peuvent être bonnes pour le mental si on les amène de la bonne façon. Donc ça veut dire si on les amène en travaillant justement avec le cortex préfrontal, et pas en tombant dans la bête session en impression, et en tombant du coup avec le système autonome. Donc c'est important de co-construire la séance avec son cheval. Et donc ça, de nouveau là-dedans, on a deux éléments. L'élément jeu et joie, et l'élément consentement du cheval, avec la possibilité pour le cheval de dire stop. Et ainsi du coup l'exercice se passe dans la décontraction.
Ici, je vais surtout me concentrer sur le mouvement des épaules. Le reste est un petit peu plus faible des postérieurs, donc je vais vraiment décomposer, commencer par me focaliser sur le croisement des épaules, et ensuite les hanches. Une fois qu'on a bien les épaules, en général, ça suit beaucoup plus facilement. Il suffit de ralentir un petit peu l'épaule pour que le cheval remette son corps droit et suive avec les. On peut apprendre ça de plein de manières différentes. On peut apprendre en faisant une pression donc, sur la hanche, ou alors par aspiration. On demande au cheval de venir toucher notre main avec sa hanche. Donc ça, c'est le système de target. Ici, j'ai utilisé la pression. J'ai demandé, en apposant au début ma main sur son épaule. Mais pourquoi on ne tombe pas dans le système autonome? Parce qu'on n'est pas dans la pression avec escalade. C'est-à-dire que je ne vais pas exercer une pression de plus en plus forte jusqu'à qu'elle cède. Parce que je ne cherche pas la cession, je cherche la réflexion et la compréhension. Donc de nouveau, on reste dans le cortex. Si je sens qu'elle résiste, j'arrête tout de suite. Je redécontracte la zone, en faisant des petits massages, en demandant autre chose. Et ensuite, je vais redemander. En ajoutant, voilà, ma voix, en lui montrant le mouvement avec mon corps. Je cherche vraiment simplement, en fait, qu'elle me propose pratiquement le mouvement d'elle-même. Au début, je cherche juste un simple report de poids, en attirant en plus sa tête vers moi, faciliter justement ce report de poids. Écoute, 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 écoute. Ce qu'il faut bien savoir, c'est tout ce qui est cette notion de confort-inconfort, ou même d'utilisation de la voix. Le cheval peut tout à fait le comprendre, mais ce ne sont pas ses codes, ce sont des notions humaines. Et donc c'est pour ça que même si on souhaite les utiliser par petites touches, c'est important aussi d'être vraiment toujours dans le bon savoir-être, dans vraiment l'apport de calme au cheval, pour essayer vraiment de le rejoindre un maximum sur sa fréquence. Comme je vous dis toujours, l'instant présent, c'est la fréquence du cheval. Et donc autour de ça, bien sûr, vous allez créer un langage commun, parce que comme je vous dis toujours, on n'est pas un cheval, mais à côté de ce langage commun que vous créez, toujours chercher à la fois, être, comme je vous le présentais encore un peu plus loin ici, dans la co-construction de sa séance, et d'un maximum avoir un savoir-être qui se rapproche de celui d'un cheval. Et souvent, ce qui amène à tomber dans le renforcement négatif pur et simple, dans la soumission pure et simple, et justement dans le système autonome, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la peur en fait. Parce que la peur, quand on l'accepte pas, ou qu'on la reconnaît pas, on va la déguiser en contrôle, en outils, en normes, pour se mettre en sécurité, ou en impression qu'on est en sécurité. Et donc on met tout sur le cheval, on le désensibilise, on l'éduque, etc. Mais au final, l'humain, on travaille pas beaucoup sur lui. Et moi, comme je vous dis toujours, il faut commencer à apprendre ce que c'est un cheval, comment fonctionne un cheval, et puis commencer, avant de vouloir travailler sur le cheval, à travailler sur nous, sur notre savoir-être, sur notre ressenti. Changer en fait simplement notre rapport à la peur pour travailler d'abord sur cette peur qu'on peut avoir. C'est impressionnant un cheval qui fait 600 kg, etc. Mais d'abord travailler sur nous avant de vouloir imposer des choses au cheval pour que nous, on ait moins peur. Pour qu'après on puisse vivre justement la relation avec son cheval dans la confiance, dans la sérénité. Parce que si vous êtes toujours en train d'être dans la cession, dans la soumission, c'est parce que quelque part vous avez peur que le cheval vous passe au-dessus, vous respecte pas, on entend là ces mots tout le temps, et donc à partir du moment où vous avez ça en tête, vous pouvez dire que vous aimez votre cheval autant que possible, c'est probablement vrai, mais vous pouvez pas être dans cette confiance, dans cette relation, à partir du moment où vous avez quelque part en tête que il faut que je sois dans cette soumission, etc., sinon il va me monter dessus. Il faut toujours chercher en fait à être dans l'amour, et ça c'est ce que les chevaux nous apprennent au final tous les jours, et c'est ça quand je vous dis d'essayer de se rapprocher du savoir-être du cheval, c'est ça aussi, chercher à être dans l'amour. Donc là, on en arrive au cœur de cette séance avec Caresse sur les sessions, où pour que justement ça devienne confortable mentalement et qu'on co-construise cette séance ensemble, je lui ai appris à me dire stop en touchant ma main. Souvenez-vous, dans la vidéo de la semaine passée, je vous avais dit que Caresse et Avantos me demandaient, avant de brouter, avant de galoper, et que du coup je leur disais oui ou non. Et donc là, pour cet exercice-là, je lui ai appris à me dire stop, à me demander en fait une pause en me touchant la main. Et cette demande de pause, vous allez voir qu'après, on peut la réutiliser vraiment dans plein d'autres circonstances. Pourquoi j'ai appris ça? Parce qu'elle me le proposait souvent d'elle-même avant en fait. Quand elle avait quelque chose à me demander, quand elle comprenait pas quelque chose, quand elle me disait je veux que ça s'arrête, d'elle-même, elle avait tendance à venir me toucher la main, le bras, souvent d'ailleurs au pansage, quand elle n'aimait pas trop l'endroit où je brossais, hop, elle venait me toucher avec son nez. Et du coup, moi, je répondais à ce code, du coup, je l'ai renforcé à force d'y répondre, et là, du coup, je l'ai renforcé encore plus en lui disant vraiment, il faut que tu viennes me toucher la main avant chaque pause. Et donc, au début, en fait, à chaque fois que je sentais qu'elle était un petit peu perdue, qu'elle comprenait pas trop, qu'il y avait un petit peu de tension qui montait, je venais moi-même toucher son nez avec sa main, et je faisais une pause derrière. Comme je vous disais, elle avait déjà ce code un petit peu en elle, ça a été très vite. J'ai touché 2-3 fois de moi-même, j'ai été chercher son nez. Ensuite, c'est elle qui venait me chercher.
Et donc là, d'ailleurs la première fois où elle est vraiment venue me chercher, vous allez voir, je donne carrément un bonbon parce que je lui dis voilà c'est bien, je vais te donner la pause, mais en plus je suis contente parce que tu as compris le code pour me demander la pause. Et donc comment je procède en détail pour ces sessions du coup? Quand j'arrive sur ma ligne pour la session, je demande tout de suite le pli vers moi, je demande son attention, ça c'est le primordial. Si j'ai pas son regard, j'ai pas son attention, ça sert à rien que je demande quoi que ce soit. Comme je vous dis très vite, la pression sur l'épaule, je m'en suis plus servie. C'était juste au début pour lui montrer le geste, tout en n'étant pas dans l'escalade comme je vous le disais. Donc mon code, ça va être, je vais lui dire côté à la voix, et simplement avec mon énergie, en poussant ma hanche en fait vers son épaule. Et surtout en croisant moi-même les jambes. Et dès que je sens, voilà, au début qu'elle a besoin d'une pause, hop, je lui propose tout de suite ma main sur le nez, et puis après, petit à petit, c'est elle qui va venir me chercher. Si c'est au milieu de l'exercice, c'est au milieu de l'exercice. Souvent d'ailleurs, c'est comme ça. Quand elle dit oulala, c'est trop, je comprends plus, hop, tout de suite, on fait une pause. Et donc c'est vraiment important d'avoir la bonne position parce que on a là en fait plein de petites choses. Je lui demande le focus sur moi en lui demandant le pli vers moi, donc j'attire sa tête vers moi avec ma main. On voit que là elle est vraiment très fine parce qu'elle comprend vraiment bien la nuance. Ça s'approche en fait de la demande de pause parce que j'approche la main et je fais un petit geste vers moi en lui disant viens, et je dis en même temps le mot viens et j'attire sa tête vers moi. Mais je ne veux pas lui toucher le nez. Et le mouvement je le fais vers moi et pas vers elle. Par contre, si je fais le mouvement vers elle en lui touchant le nez, là c'est pour lui proposer une pause. Et on voit que rien que le changement de direction de la main a suffi en fait pour lui faire comprendre la différence entre ces deux gestes. Le viens qu'elle connaissait déjà en attirant sa tête et la pause en allant lui toucher le nez. Et d'ailleurs, à chaque fois que je faisais le geste pour lui attirer la tête en lui disant viens, elle ne venait pas toucher ma main. Elle savait très bien que c'était juste pour lui montrer le mouvement, pour lui montrer le pli. Elle ne venait pas toucher ma main. Mais par contre, si elle avait besoin d'une pause, là, elle faisait le mouvement un peu plus loin pendant l'exercice et hop, elle venait toucher ma main. Et là, c'était clairement la demande de pause. Et de nouveau, voilà, le geste, elle est très fine, elle comprend la différence dans les gestes, parce qu'ils sont clairs, placés au bon moment, mais aussi parce que l'énergie, de nouveau, est bonne, l'intention derrière est bonne. En fait, ce que vous dites n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est ce que vous pensez dans votre tête, ce que vous visualisez. Et ce qui est très important aussi, c'est de l'aider, comme je vous disais au début, de l'aider avec votre corps, pour justement attirer ce mimétisme. Au début de la séance, je vous ai montré, on a commencé par des petits jeux, etc. Et je lui ai montré comment mettre le pied sur un plot en agitant simplement ma jambe. Donc elle avait déjà, en début de séance, ce focus un petit peu sur mes jambes. Et donc après, on a réutilisé ça tout de suite derrière. Vous voyez qu'en fait, la séance se tient vraiment, tout ce qu'on fait n'est jamais fait par hasard. Et donc j'ai réutilisé ce focus qu'elle avait sur les jambes, et du coup qu'elle a repris très vite vu qu'elle l'avait eu en début de séance, c'est-à-dire que pour lui demander de croiser les jambes, je croisais moi-même les jambes. Et donc au final, elle se focusait plus sur mon mouvement de croiser de jambes que sur l'énergie que je mettais au niveau de ma hanche pour pousser l'épaule. Et donc du coup, on voit très vite le fait de faire des pauses comme ça régulièrement, ça lui permet de digérer, surtout qu'on les fait au moment où elle en a vraiment besoin, vu qu'elle peut dire là j'ai besoin d'une pause. Et comme c'est une jument qui réfléchit beaucoup et qui sait très bien elle-même en fait faire ses pauses quand elle en a besoin, c'est vraiment super de travailler avec elle parce que du coup elle va vraiment placer ses pauses au bon endroit. C'est pas le cas avec tous les chevaux. Il y a des chevaux, vous allez être obligé de lui faire des pauses parce que sinon il n'en fera jamais. Et donc comme je vous expliquais dans une vidéo qui est sortie quelques mois auparavant, faire une pause pour un cheval c'est une compétence. Et donc au début, si votre cheval vient jamais poser son nez sur votre main ou tout autre code que vous lui aurez appris pour la pause pour vous demander une pause, ce sera important pour vous
de vous, comme je faisais au début quand je lui apprenais, quand je lui renforçais ce code, de vous aller toucher le nez pour lui dire voilà, on fait une pause, et d'imposer en fait cette caresse, voilà, c'est super parce que j'ai pas besoin de le faire, je peux vraiment me fier à elle, et du coup l'apprentissage va encore plus vite parce qu'elle place vraiment les pauses au meilleur endroit pour elle. Elle se connaît vraiment très bien. Et ce qui est très bon aussi pour le mental, pour rester dans le positif, j'ajoute en plus à tout ça, à la fin de ma ligne de ma session, très souvent je lui proposais en plus d'aller, quand on avait terminé l'exercice, pousser un cône. Ça je vous dis, c'est souvent un truc super, on fait un exercice, on se concentre et à la fin, on arrive tout de suite sur un cône à pousser, un objet à prendre, etc. Un jeu très ludique. Et d'ailleurs c'est drôle parce que j'avais commencé ma séance avec des jeux, comme je vous ai montré à distance, aller pousser un cône, aller pousser un plot, etc. Je suivais un petit peu ces propositions. Et puis à un moment donné j'ai dit bon allez maintenant on va travailler. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on dit n'a pas vraiment d'importance, elle n'a pas compris ce que j'ai dit, mais derrière je me disais allez on va se mettre un petit peu plus sérieux, là on a bien rigolé, on va se mettre un petit peu plus sérieux. Et dès qu'elle a senti en fait à mon ton, à ce que je pensais que la joie c'était fini, tout de suite elle est partie, elle était collée à moi et là tout de suite hop elle s'est éloignée. Et là ça m'a vraiment rappelé encore une fois l'importance de mettre de la joie même dans le travail sérieux. Et c'est pour ça que j'ai d'autant plus fait attention dans cette séance, parce qu'elle venait de me montrer, non, pourquoi tout à coup ça doit devenir pas drôle. De nouveau, c'est un cheval, elle n'a pas de raison de faire du travail sérieux, donc c'est à nous de lui apporter, comme je vous disais au début de la vidéo, de lui apporter les exercices pour qu'elle ait envie de les faire. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit tout de suite, non, il faut que je reste dans la joie, et donc voilà, on a remis ses cônes, remis ses petits jeux, combinés avec les sessions, pour lui garder toujours cette motivation. Et ce qui est très important aussi, parce que vous allez me dire, oui, du coup ça prend 4 heures à apprendre ça, parce que le cheval il demande 40 pauses, c'est pas vrai. Au début, voilà, déjà c'est moi qui lui proposais les pauses, et après, elles m'ont demandé un petit peu au début, parce que c'était un petit peu brouillon, comme toujours. On tâtonne un petit peu pour l'apprentissage, les sessions je l'avais fait avec elle montée. C'est vrai qu'à pied, je lui avais jamais montré en fait. Ce qui est une erreur d'ailleurs, comme je vous dis en début de vidéo, toutes ces choses-là, il faut d'abord les commencer à pied. Mais donc du coup voilà, là c'était un peu la première fois qu'on le faisait comme ça, et forcément c'est normal, au début on tâtonne, on se cherche un peu, on s'écoute, voilà, on est vraiment dans la co-construction, dans la discussion, donc je viens pas avec mes gros sabots, avec mon idée en disant hop on va faire ça. C'est pour ça qu'au début le démarrage est un petit peu plus long, sans être pour autant pas clair, on prend simplement un petit peu plus de temps. Mais très vite, une fois que l'exercice a été compris, elle n'a plus demandé de pause. Parce qu'elle s'est dit, ah oui c'est ça qu'on fait, il y a le joie, il y a la joie au bout, avec l'exercice du cône, et puis surtout, elle savait qu'à tout moment, elle pouvait me dire stop. Et à partir du moment où le cheval, ça je vous l'ai toujours dit, à partir du moment où il sait que vous écoutez ses noms, il n'a même plus envie de vous dire non, vu qu'il sait qu'il a cette sécurité. Si on a l'aspect joie, l'aspect clarté dans la séance, le cheval ne cherche pas à s'arrêter sans cesse, il aime partager des choses avec nous, comme je vous disais. Il aime comprendre des choses, et quand on est comme ça, à la fois dans un exercice de session, qui permet aux deux hémisphères de travailler ensemble, en alliant ça avec du jeu, en alliant ça avec la communication, permettre au cheval de nous dire stop, on permet vraiment au cheval du coup d'accéder à ce cortex préfrontal, du coup d'accéder aux apprentissages, et du coup de nouveau d'apprendre beaucoup plus vite que s'il active son système autonome où il ne retient rien. Vous allez avoir un cheval qui va faire des choses pendant la première séance, et pendant la deuxième vous aurez l'impression qu'il a tout oublié. Là, il fixe vraiment les choses. Et en plus, le fait de faire les pauses au bon moment, et comme je vous dis, caresse, voilà, sait exactement à quel moment elle en a besoin, ça lui permet vraiment de digérer les choses. Et je voyais qu'après la pause, c'était beaucoup mieux, et les mouvements étaient beaucoup plus fluides qu'avant la pause. Si on avait enchaîné tout d'une traite sans faire de pause, ça aurait été beaucoup plus long au contraire, parce qu'on aurait perdu du temps à chipoter, à répéter des erreurs. Là, à chaque pause, elle gardait ce qui était bon, elle effaçait ce qui était mauvais, et après la pause, on avait vraiment des sessions de plus en plus fluides. On a fait ça évidemment monté,
et monter, elle a gardé cette joie, cette décontraction. J'utilisais le même code vocal, je restais dans ce même calme, dans cette même joie. Elle reprenait la position que j'ai montrée à pied avec le pli et la tête basse. Comme je vous le disais tout à l'heure, elle a appris la bonne position pour faire ça confortablement, avec le pli, la tête basse. Ça c'est ce que je lui montrais avec ma main, avec mon corps, pour lui montrer justement la position qui était bonne pour elle. Et une fois que cette position est acquise, est apprise, et que ça a été fait en accédant justement au cortex cérébral, et du coup le cheval monté il va reprendre ça parce que c'était confortable. Et c'est la première fois du coup qu'elle me fait des sessions en main. Avant, quand je faisais des sessions, je vous mets les images là, c'était toujours la tête en l'air. J'avais beau décontracter, essayer de relâcher la bouche, essayer de jouer dans mes doigts, essayer de lui demander des plis avant. Dès que je commençais à demander la session, tête en l'air. Pourquoi? Parce que la chose n'avait pas été travaillée à pied, donc je pense pas très clair. Et surtout, parce que pas associée au positif, pas associée à la décontraction, pas accéder au cortex préfrontal, elle était simplement dans la session à la jambe, voilà, elle cédait à ma jambe, mais du coup elle ne réfléchissait pas. Et il n'y avait pas cet aspect décontraction, elle n'avait pas non plus acquis la bonne position, que là, grâce à ce qu'on a fait à pied, elle a pu acquérir cette bonne position. Ça lui permet maintenant d'avoir la bonne locomotion pour me porter et faire ça dans la détente. Donc ça, ensuite, cet exercice de pause, comme je vous disais, où le cheval peut vous demander de faire une pause, de faire stop, exercice où elle met le nez sur ma main, ça peut être utilisé dans plein d'autres circonstances. Là, par exemple, je vous donne un petit exemple, j'allais la chercher au box, toujours, voilà, je prends un petit peu la température et je vois quand j'arrive, en fait, elle venait d'arriver dans son box pour manger le foin, elle était un petit peu frustrée parce qu'elle dit « Non, j'avais dans l'idée de faire ça, j'aimerais bien finir ça avant ». Et donc du coup, voilà, je lui demande quand même de venir avec moi, je l'enlève quand même du foin, elle a le code très clair, stop, etc. Et je vois que tout de suite, hop, elle met son nez sur ma main pour me demander. Comme je vous dis, quand on est dans le début, où on apprend comme ça au cheval à pouvoir communiquer avec nous, c'est important qu'il ait des oui au début. Sinon, s'il se dit ça sert à rien que je communique, à chaque fois on me dit non. Donc du coup, j'arrache la longe. Donc là, j'étais très contente qu'elle vienne justement me le demander avec son nez. Et donc là, tout de suite, je l'ai réautorisé à prendre 2 bouchées de foin. Je lui ai dit tu peux, c'est juste 2 bouchées, on n'a pas brouté pendant 4 heures. Voilà, et après j'ai redit stop, et après voilà, on est sorti du box. Et rien que ça a permis, j'ai senti, elle s'est déridée. C'était un petit peu tendue quand je suis arrivée, parce qu'elle s'est dit, ben j'avais dans l'idée de faire ça, c'était pas trop le moment, lui a un peu gâché sa joie de me voir à ce moment-là. Et donc du coup, le fait que je fasse ça, que je la laisse reprendre simplement ces 2 bouchées en accédant à cette mande, et après elle était toute contente de sortir, et j'ai vraiment retrouvé ma caresse, contente d'être là, etc. Elle pensait plus du tout à brouter. Donc c'est tout bête, mais simplement, voilà, d'être dans cette communication. Et donc voilà, et donc c'est pour ça que ce code, voilà, est très pratique, parce que ça lui permet de demander une pause, de demander d'aller manger un peu de foin, de demander en fait un arrêt dans la demande. Et vous voyez que de nouveau, ça permet d'évacuer la frustration, d'être de nouveau dans la communication et d'avoir un cheval beaucoup plus disposé après. Et quand je vous disais, voilà, c'est important que votre cheval puisse toujours vous dire non, sans apprendre spécialement un code comme je viens de vous le montrer là, votre cheval peut vous dire non de plein de façons différentes. Ça peut être vraiment très clair, comme un cheval qui s'en va, un cheval qui passe dans la fuite, un cheval qui passe au contraire dans l'attaque, dans la morsure, dans les oreilles en arrière, etc. Mais ça peut être beaucoup plus subtil, comme par exemple un cheval qui va brouter. Un cheval qui était dans le travail, puis tout à coup, hop, il baisse la tête, il se met à brouter. Ça, dans le cas d'Aventos par exemple, c'est qu'il y a une frustration, c'est qu'il y a quelque chose qui lui a pas plu, et que du coup il passe dans le non. Ça peut être une simple contraction musculaire, un coup de tête, ou simplement un cheval qui va détourner la tête, qui va regarder ailleurs, parce qu'il va justement se détourner de ce qu'il ne veut plus faire. Alors à ne pas confondre non plus avec les signaux d'apaisement, où là qui sont des signaux où le cheval vraiment cherche à évacuer un stress, et du coup à s'apaiser, en sachant que de nouveau, tout est subtil. Quand on a un signal d'apaisement, c'est probablement qu'on a été un petit peu trop loin dans le travail et que le cheval, voilà, il cherche à retrouver l'apaisement avec nous, et donc sans vraiment nous dire non, il nous dit quand même doucement, ralenti, on s'apaise. Et donc c'est très important de partir de ces noms, de les écouter, de les rendre de plus en plus fins. D'un cheval qui part ou d'un cheval qui monté s'arrête violemment devant les obstacles, si vous arrivez à passer à un non qui devient simplement, comme on le disait, une simple contraction, un simple petit coup de tête, déjà on a progressé, parce qu'on a rendu le cheval beaucoup plus fin dans sa communication. Et après, carrément, si vous le souhaitez, vous pouvez instaurer un code pour dire stop, comme là on a fait avec Caresse. Et donc c'est important, voilà, de nouveau de suivre le rythme de chaque cheval. Il y a des chevaux qui vont vous dire non très très vite, et donc ça sera à vous, comme on l'a vu dans l'autre vidéo sur la résilience, de lui permettre d'être résilient, de supporter un petit peu plus longtemps les choses, de dire non de plus en plus loin, et donc ça, de faire ça petit à petit. Et on a des chevaux qui, comme Domino, sont extrêmement courageux, adorent partager des choses, et qui vont jamais vous dire stop. Alors, non, elle savait très bien dire. Quand quelque chose ne lui plaisait pas, elle savait très bien dire.
Mais par contre dire stop pour dire on arrête le travail, ça c'est moi qui devais dire stop. Jusqu'au dernier jour, alors qu'elle avait son syndrome de Vobler, elle voulait faire des choses. Et puis surtout, elle voulait que ce soit des choses impressionnantes. Quand je faisais des choses un petit peu faciles, où je réduisais la difficulté pour elle, tout de suite elle s'ennuyait. Et là clairement ça n'allait pas. Donc c'était important que je lui mette vraiment toujours des challenges, et c'était moi qui devais vraiment me creuser la cervelle pour lui donner l'impression qu'elle faisait toujours des exploits, des choses impressionnantes. Et là de nouveau c'était beaucoup par mon savoir-être, par la félicitation, par lui montrer que j'étais très très fière d'elle, de ce qu'elle faisait. Toujours voilà, la stimuler, lui donner des exercices pour réfléchir. On faisait beaucoup voilà, les exercices de porte à ouvrir, etc. De tunnels impressionnants dans lesquels passer, qui n'étaient pas difficiles physiquement, mais qui mentalement étaient beaucoup plus difficiles. Cette image-là, foncer par exemple dans un tissu qui se déchire au moment où elle passe dedans, voilà, c'est plus mental que physique. Tout ça pour dire que chaque cheval aura sa zone de tolérance au travail plus ou moins fort, plus ou moins loin, et ce sera vraiment voilà, vous à vous adapter, et puis à travailler aussi pour agrandir cette zone de tolérance. De Minot, au tout début, elle s'était mise à la retraite, elle ne voulait plus rien faire. Et donc c'est justement par le lien en fait qu'on a réussi à avoir une jument qui ne veut plus s'arrêter du tout de travailler et qui adore ça et qui adore partager des moments. Et donc ça va vraiment dépendre de la façon dont vous abordez vos séances avec votre cheval. Et si vous les abordez dans le positif, comme là on l'a eu dans l'exemple des sessions à la jambe, vous allez avoir un cheval qui va vouloir travailler tout au long de sa vie avec vous. Ensuite avec Abantos, et voilà, on a fait une belle séance qui a permis vraiment de travailler la confiance. Et donc là, c'est la première fois que je le travaille les yeux bandés. Je l'avais fait avec Domino, on a fait énormément de choses, les yeux bandés, même montés, on travaillait comme ça. Caresse avait également essayé ceci. Abantos, j'avais jamais essayé parce que justement, très émotif, qui peut être explosif, déjà pas confiance en lui. Donc du coup, c'est quelque chose que je ne l'avais jamais fait. Maintenant, c'est un cheval qui a beaucoup progressé, donc je me suis permis de le faire. Et donc là, voilà, je lui ai proposé au début en longe, en restant très près de lui, en le rassurant beaucoup. Vous voyez qu'au début, je donne des friandises, je récompense simplement le fait qu'il soit calme quand il a le bandeau sur lui. Et là, dans cet exercice-là, je ne vais pas attendre que le cheval me dise stop, je vais toujours enlever le bandeau avant. Parce que quand le cheval va dire stop, ce sera déjà pratiquement trop tard. Donc c'est vraiment à moi de sentir, dès qu'il y a un doute, dès que je sens qu'il est plus sûr de lui, hop, d'enlever le bandeau tout de suite. Là, c'est vraiment important de ne pas attendre que le cheval le dise. Et donc là au début il se guide à ma voix mais aussi à la longe. La longe l'aide, voilà, il suit en fait la longe, la sensation qu'il a pour me rejoindre. On passe comme ça notamment sur une bâche, voilà, il n'a vraiment aucune réaction quand il sent le sol différent sous ses pieds, donc ça c'est super. Oh non! On va reculer avec moi. Recule. Oui, super! Ça c'est bien! Super mon pitchoux! Ça c'est un bon pitchoux! Ça c'est un bon pitchoux! Super mon dieu! On recule avec moi. Parfait, c'est encore mieux comme ça! Et puis après, on commence un petit peu en liberté. C'est vraiment les prémices. Il se retrouve tout seul. Il cherche la main. Je ne suis pas encore trop éloignée. Ça viendra voilà, en son temps. Et voilà, il n'avait plus la longe pour se guider. Il avait vraiment que ma voix. Il se retrouvait un petit peu tout seul. Et ça, c'est des situations, quand il se retrouve un petit peu tout seul, ça l'inquiète. Donc c'est très bon de le faire travailler ça. Mais en même temps, il ne faut pas le faire trop. Parce que sinon, c'est comme nous, quand on travaille notre peur, si on va trop loin, on renforce encore plus cette peur. Donc là, ça a été une excellente séance. Parce qu'il a vraiment réussi à venir seul jusqu'à moi, en liberté, sans stresser, en restant dans le calme. Ce qui aurait été complètement impossible avant, ça aurait été un exercice impensable. Donc là, je suis vraiment fière de lui et on a terminé la séance avec des jeux, en lui permettant de courir un petit peu, etc. pour vraiment finir sur du fun.
la séance à l'obstacle avec Caresse. Et là, je suis vraiment contente de nouveau de l'attitude qu'elle prend parce que ça rejoint tout ce que je vous ai dit avant. Déjà physiquement, elle est beaucoup mieux, elle utilise son corps beaucoup mieux pour aller à l'obstacle. Et surtout, elle communique. On est vraiment dans la co-construction de la séance et notamment avant l'obstacle, on co-construit notre saut en fait. Donc c'est vraiment comme pour l'exercice des sessions, on reste dans ce positif parce qu'on dialogue vraiment. C'est un partenariat constant. Elle subit vraiment pas la discipline et je suis vraiment contente parce que il y a vraiment que moi qui l'ai montée pour lui apprendre en fait à sauter. C'est une jument qui sortait des courses, elle n'avait jamais sauté. Au début, elle s'arrêtait devant une barre au sol. Voilà, donc on est vraiment parti de zéro. Donc en fait, avant le saut, elle me demande toujours si je suis là. Si je ne mets pas du tout ma jambe au contact, elle va douter, elle va s'arrêter parce qu'elle va se dire au-dessus, il n'y a personne. Donc c'est vraiment notre façon de communiquer. Donc c'est vraiment la façon de communiquer comme ça. Et si par contre je mets la jambe trop fort au contact, elle prend ça pour de la pression, ce qui est vrai d'ailleurs, et le fait que je veux la précipiter dans la barre, et là elle refuse. En plus elle sait très bien, moi je lui ai toujours appris à pas précipiter, à pas courir sur la barre. Si je mets la jambe trop fort, elle va s'arrêter direct devant la barre, parce qu'elle va se dire, il y a deux mondes contradictoires. On m'a toujours dit de pas courir, on m'a dit de courir, je comprends plus. Et elle est vraiment au millimètre, c'est-à-dire que s'il y a vraiment un petit millimètre de pression trop fort, hop, elle va s'arrêter. Donc elle m'apprend vraiment cette finesse. La finesse dans le dialogue, c'est pas une jument qui va toute seule sur les barres par la peur de la réprimande, par la peur de l'action de la jambe. Elle souhaite qu'on y aille ensemble et qu'on soit toutes les deux dans le bon état mental. Si je doute, elle va pas y aller. Il faut vraiment que je lui transmette mon envie d'y aller, que je sois juste au niveau de mes gestes. Elle me questionne toujours avant. Elle me demande toujours est-ce que c'est bon pour toi. Elle va pas foncer dedans comme ça. Et donc c'est vraiment une école de la vie parce qu'elle m'apprend la finesse dans les réponses, qu'elles soient mentales ou physiques. Et du coup après, voilà, on y va ensemble dans la décontraction, dans la justesse. On y va ensemble ou on n'y va pas du tout. Et ça c'est vraiment un très beau message. Et puis comme dans la vidéo précédente, j'ai très envie de finir cette vidéo par quelques images du coup de l'avancée des travaux. Je pense que ça peut être une bonne idée là au fil de mes vidéos, qu'à chaque fois on ait une petite partie à la fin avec quelques photos de l'avancée des travaux. Comme ça vous voyez un petit peu au fur et à mesure comment ça avance. Et puis évidemment voilà, je ferai une vidéo globale, mais je pense quand ça aura avancé un petit peu plus, quand il y aura un petit peu des choses à vous raconter, des choses à vous dire, là c'est encore un petit peu tôt. Mais voilà, comme ça vous avez l'évolution. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris de nouveau des choses avec nous. Comme d'habitude, je me fais un plaisir de vous retrouver en commentaire pour discuter de tout ça. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous. À bientôt. Merci.